Quand mon mari a reçu un diagnostic de maladie cardiaque mineure, je suis restée debout chaque nuit à m'occuper de lui. Des mois plus tard, on m'a diagnostiqué une maladie grave. Sa mère a dit, elle simule pour attirer la sympathie. Il était d'accord. Tu ramènes toujours tout à toi, a-t-il dit. Ils ont annulé mes rendez-vous sans me le dire. Quand je suis finalement arrivée à l'hôpital par mes propres moyens, le médecin avait l'air confus et a dit, mais votre dossier indique que vous avez refusé le traitement. J'ai demandé qu'il avait modifié, et il a affiché un identifiant qui appartenait à. Salut. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer de tout raconter comme cela s'est passé, car je pense que les gens doivent savoir à quoi ressemble une véritable trahison. J'habite à Lexington, Kentucky. J'y ai vécu toute ma vie. Je travaille pour une compagnie d'assurance de taille moyenne, où je gère les approbations de demandes d'indemnisation. Rien d'excitant, mais ça paie les factures. J'ai 38 ans maintenant. Cela s'est passé sur une période d'1 an et demi, et je me réveille encore parfois en me demandant comment je n'ai pas pu le voir venir plus tôt. Mon mari s'appelle Doug. Il a 42 ans. Quand on s'est rencontrés, il travaillait dans la construction, il construisait des maisons avec son oncle. Au fil des ans, il est passé à la gestion, moins de travail manuel, plus de paperasse. Il a toujours préféré parler que travailler. Bref, on s'est mariés en 2015. Au début, les choses allaient bien. Pas parfaitement. Il pouvait être un peu imbu de lui-même, mais j'attribuais ça à sa personnalité. Il se vantait beaucoup, surtout avec ses amis ou sa famille. Il avait toujours une histoire où il était la victime ou le héros. Je laissais couler. Ça ne valait pas la peine de se disputer. Puis, en mars de l'année dernière, Doug a commencé à avoir des douleurs à la poitrine. Il avait peur. Moi aussi. On est allé aux urgences. Après quelques examens et suivis, on lui a diagnostiqué une arythmie cardiaque mineure. Pas mortelle, mais quelque chose qu'il devait gérer avec des médicaments et des changements de mode de vie, pas de tabac, moins de caféine, plus de repos. J'ai tout laissé tomber pour l'aider. J'ai fait des recherches sur sa maladie, j'ai fait des listes, suivi ses médicaments, préparé des repas faibles en sodium, vérifié son pouls quand il paniquait. Je suis restée éveillée la nuit à le regarder respirer. Il était anxieux et me réveillait à 3 heures du matin parce qu'il se sentait bizarre, et je restais assise avec lui jusqu'à ce qu'il se calme. Je pensais sincèrement que cela nous rapprocherait. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Plus je l'aidais, moins il était gentil. Il agissait comme si ses soins lui étaient dus, comme si c'était normal. Pas de « merci ». Pas de « je suis désolé que tu sois fatigué », juste des attentes. Puis, vers octobre, j'ai commencé à tomber malade. Ce n'était pas soudain, juste des petites choses au début, des fourmillements dans les mains, des problèmes de vision. Mes articulations étaient enflées le matin. J'ai pensé que c'était le stress. Je dormais à peine et je mangeais de la restauration rapide entre le travail et le fait de m'occuper de Doug. Mais ça a empiré. J'ai laissé tomber un verre un jour parce que je ne sentais plus mes doigts. Ma jambe droite traînait quand je marchais. J'ai commencé à tenir un journal, à tout écrire. Finalement, j'ai consulté un médecin. Analyse de sang, bilan neurologique, IRM. Ils ont dit qu'ils suspectaient une sclérose en plaques ou une autre maladie auto-immune, mais qu'ils avaient besoin de plus d'examens pour en être sûrs. J'ai pleuré tout le chemin du retour. J'étais terrifiée. Quand je l'ai dit à Doug, il avait l'air agacé. Pas inquiet, agacé. Tu fais toujours ça, a-t-il dit. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, tu ramènes tout à toi. J'ai ri, mais pas parce que c'était drôle. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai dit, je ne provoque pas ça. Il a simplement secoué la tête et est parti. Une semaine plus tard, j'avais un rendez-vous prévu pour une ponction lombaire. Doug a dit qu'ils avaient appelé et annulé. J'ai pensé, d'accord, c'est peut-être juste un malentendu. Mais ensuite, c'est arrivé encore et encore. 3 rendez-vous annulés d'affilée. À chaque fois, Doug avait une excuse, clinique surbookée, personnel malade, panne de système. Je n'ai jamais reçu d'appel direct de l'hôpital. J'ai commencé à avoir des soupçons.
Alors, j'ai appelé le service de neurologie moi-même. Messagerie vocale. J'ai laissé des messages. Pas de rappel. Puis, j'ai entendu Doug au téléphone avec sa mère. Je suis entrée du garage et je l'ai entendu par le haut-parleur Bluetooth. Elle a dit, elle simule. Doug, cette fille a toujours été dramatique. Et il a ri. Il a vraiment ri. Je sais, maman, a-t-il dit. Elle ne supporte tout simplement pas de ne pas être le centre de l'attention. Je suis restée dans le couloir, figée. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Cet homme, pour qui je restais éveillée toute la nuit, que je lavais et pour qui je cuisinais, que je soutenais quand il avait peur de mourir, disait à sa mère que je simulais une maladie chronique. Je ne l'ai pas affronté ce soir-là. J'ai juste commencé à rassembler des preuves discrètement. J'ai installé une caméra de nounou bon marché dans l'horloge du salon. J'ai ajouté une application d'enregistreur vocal à mon ancien téléphone et je l'ai gardé dans mon sac à main. J'ai commencé à sauvegarder tous les emails et documents de l'hôpital. J'ai enregistré chaque appel. Ensuite, j'ai demandé mes dossiers de rendez-vous directement sur le portail en ligne de l'hôpital. C'est là que je l'ai vu. 3 rendez-vous marqués comme refusés par le patient, mais je n'ai jamais rien refusé. Je ne me suis jamais connectée. Alors, j'ai appelé l'hôpital et exigé de voir mon journal d'accès complet. Après quelques échanges, ils m'ont donné une impression. Les modifications avaient été effectuées à l'aide d'un compte patient sous le nom de Doug Ross, 42 ans. Je suis restée assise là, à regarder le papier, les mains tremblantes. Doug a utilisé son identifiant pour accéder à mon dossier. Il a annulé mes examens. Il a falsifié mes soins médicaux. J'ai appelé mon neurologue directement et lui ai raconté ce que j'avais découvert. Ils m'ont reçu le lendemain matin. Quand je suis arrivée, le docteur Patel avait l'air confus. Vous avez refusé la ponction lombaire et le bilan auto-immun? J'ai dit, non, je n'ai rien annulé. Il a tourné l'écran vers moi. Eh bien, le système indique que vous l'avez fait, mais les horodatages montrent que l'utilisateur n'était pas sous votre nom. Cela a été fait via une connexion distincte. On dirait un compte familial lié. Il l'a imprimé. Le nom du compte était sans équivoque. Doug m'avait activement empêché d'obtenir un diagnostic. Il faisait croire que je ne voulais pas de traitement. Le médecin a dit qu'ils allaient lancer une enquête complète par l'intermédiaire du bureau de conformité de l'hôpital. Il m'a demandé si je voulais recommencer les examens. J'ai dit oui. Et puis, je suis rentrée chez moi, prête à tout prendre à l'homme qui avait essayé de me voler ma santé. Je n'ai pas rentré à la maison tout de suite. Je suis restée assise sur le parking de l'hôpital pendant presque 1 heure avec les papiers sur mes genoux, à les regarder fixement. Mon esprit s'emballait. Je voulais crier, pleurer, m'enfuir, tout sauf retourner dans cette maison. Mais je savais que si je n'agissais pas prudemment, je perdrais ma chance. Alors, j'ai pris une grande inspiration, démarré la voiture et conduit jusqu'à la maison comme si de rien n'était. Quand je suis entrée, Doug était sur le canapé en train de jouer à un stupide jeu de course de voiture sur son téléphone. Il n'a même pas levé les yeux. « Tu as fait ta petite prise de sang ou quoi ?» a-t-il demandé, toujours sur son écran. J'ai souri et dit, « Ouais, juste la routine. » Il a grogné. C'était tout. Pas de curiosité, pas d'inquiétude, rien. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier. D'abord, j'ai imprimé tranquillement d'autres copies des journaux et je les ai cachés dans ma voiture et dans la doublure d'un vieux manteau dans le placard du couloir. Je n'allais pas le laisser les trouver et les détruire accidentellement. Ensuite, j'ai fouillé son ordinateur portable. Il a été assez stupide pour le laisser ouvert sur le comptoir de la cuisine. Le mot de passe était la date de notre anniversaire. Doug classique. Bien sûr, c'était là, le portail, son identifiant, des messages à mes médecins prétendant être moi. L'un d'eux disait, « Je me sens mieux. Je ne pense pas que d'autres tests soient nécessaires pour le moment. Nous vous contacterons si les symptômes réapparaissent. » Un autre disait, « La patiente gère la situation avec des changements de mode de vie, ne veut pas d'IRM. » Mes mains tremblaient. J'ai fait des captures d'écran de tout, je me les suis envoyées par email et j'ai supprimé l'historique du navigateur.
C'est alors que l'idée m'est venue. Si Doug pouvait jouer à Dieu avec ma santé, je pouvais lui rendre l'appareil d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Mais j'avais besoin de plus de temps. Alors, j'ai joué le jeu. J'ai préparé ses repas, souri à sa mère quand elle est passée à l'improviste. J'ai fait comme si de rien n'était. Pendant ce temps, j'ai contacté mon ancienne amie du lycée, Becca, qui travaille maintenant dans un cabinet d'avocats en centre-ville. Ce n'était plus une amie proche, mais je savais qu'elle détestait les hommes comme Doug. Je lui ai tout raconté, envoyé les preuves. Elle a dit que ce qu'il avait fait pouvait être considéré comme une fraude médicale et même une usurpation d'identité en vertu de la loi de l'État, peut-être un crime si j'insistais. Ensuite, elle m'a donné une nouvelle idée. Avant d'aller à la police, obtiens son consentement par écrit. Piège-le dans des aveux. Ça scellera l'affaire. Alors je l'ai fait. J'ai attendu une nuit où nous étions couchés dans le lit, et j'ai commencé à faire semblant de pleurer. J'ai dit, j'ai peur, Doug. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tous mes rendez-vous ont été annulés. Je ne me souviens pas de l'avoir fait. Penses-tu que tu t'es peut-être connecté à ma place? Il a soupiré et s'est frotté le visage. Mon Dieu. Oui, je l'ai fait. Tu étais en train de t'effondrer. Tu n'as pas besoin de plus de tests. Tu avais besoin de te calmer. Je l'ai regardé fixement, les yeux écarquillés. Alors, tu as modifié mon dossier? Oui, a-t-il dit sèchement. Ce n'est pas grave. Je te protégeais de toi-même. Tu n'arrêtais pas d'être obsédé. Tu allais te rendre encore plus malade. Et juste comme ça, je l'avais. Il avait tout avoué. J'ai enregistré le tout sur l'application de mémo vocal cachée sous mon oreiller. Le lendemain matin, j'ai fait une nouvelle copie du fichier audio, je l'ai gravé sur une clé USB et je l'ai envoyé au bureau de Becca. J'en ai également envoyé une deuxième au conseil médical de l'État, mais je n'avais pas encore terminé. Environ une semaine plus tard, Maureen est arrivée. À l'improviste, comme toujours. Cette fois, elle avait des sacs. Elle a dit qu'elle restait avec nous pendant quelques jours pendant que sa cuisine était rénovée. Aucun avertissement, elle a juste débarqué. Ce soir-là, je les ai entendus, elle et Doug, dans la cuisine. Tu dois la contrôler, a-t-elle dit. Elle va ruiner ta carrière avec toutes ces jérémiades. Doug a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu, puis il a ri. Je n'étais même plus en colère. Je me sentais froide, vide, comme si je n'étais pas une personne pour eux, juste un accessoire dans leur histoire. Alors, j'ai décidé de les laisser se pendre avec leurs propres cordes. J'ai installé d'autres enregistreurs dans la maison, un dans le tiroir de la cuisine, un dans la chambre d'amis. J'ai continué à rassembler des preuves. Pendant ce temps, j'ai commencé à transférer discrètement de l'argent. Doug et moi avions un compte d'épargne joint. Il ne le surveillait pas de près. J'ai ouvert un nouveau compte courant à mon nom et j'ai commencé à transférer lentement $500 tous les quelques jours. J'ai également retiré mon nom de quelques cartes de crédit communes. Cela a pris 2 semaines, mais j'ai finalement mis suffisamment d'argent de côté pour partir. Puis vint le coup de grâce. J'ai appelé anonymement le service des ressources humaines de Doug. Je leur ai dit qu'il faisait l'objet d'une enquête pour avoir accédé à des dossiers médicaux sans consentement. J'ai dit qu'une plainte à la police était en cours. Je n'ai donné aucun nom, juste des faits. Je savais par Becca que son entreprise avait des politiques de conformité strictes. En quelques jours, il a été convoqué au RH. Quand il est rentré à la maison, il était furieux. « As-tu parlé à mon travail ?» a-t-il crié en claquant la porte. Je l'ai regardé calmement. « Pourquoi ferais-je ça ?»« Parce que quelqu'un l'a fait. Ils ont dit que je pourrais être suspendu. » Maureen est entrée juste derrière lui, déjà énervée. « C'est ta faute » a-t-elle dit en me pointant du doigt. « Tu as toujours été jalouse de son succès. » C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Juste un peu. J'ai souri, je me suis dirigé vers le tiroir et j'ai sorti les impressions des journaux de connexion, les captures d'écran et une clé USB. Vous devriez peut-être regarder ça avant de dire quoi que ce soit d'autre. Doug a regardé les papiers, puis moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La preuve de tout. Tu as saboté mes soins médicaux.
Tu as usurpé mon identité. Tu as commis un crime, Doug. Maureen a essayé de m'arracher les papiers des mains. J'ai reculé. Touchez-moi encore une fois et je porterai plainte pour agression aussi. Puis, je suis sortie de la pièce, je suis allée dans la chambre d'amis et j'ai verrouillé la porte. Le lendemain matin, ils étaient partis. Mais ce n'était pas fini, parce que je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, au réveil, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Doug et Maureen étaient partis. Pas de mots, pas de SMS. Leur voiture n'était pas dans l'allée. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être partis se calmer, mais quelque chose au fond de moi me disait que c'était différent. J'ai vérifié la chambre. Ses tiroirs étaient à moitié vides. Le coffre-fort dans le placard était grand ouvert. Il avait pris le certificat de mariage, son passeport et la petite chemise contenant nos déclarations d'impôts communes. J'ai trouvé la boîte à bijoux que ma grand-mère m'avait laissée, ouverte, la chaîne en or manquante. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Doug était en fuite. J'ai immédiatement appelé Becca. Elle m'a dit de rester calme et de déposer une plainte auprès de la police, non seulement pour les documents volés, mais aussi pour la fraude médicale. Elle a dit, plus je documente, mieux c'est. Alors je l'ai fait. Dans l'après-midi, j'avais un numéro de dossier, un agent assigné et la confirmation que l'enquête interne de l'hôpital avait été transmise à l'État. La plainte au RH que j'avais déposée contre l'employeur de Doug avait également été transmise. Apparemment, il avait violé leur accord d'éthique des employés simplement en accédant à mes informations médicales sans mon consentement, même si c'était en mon nom. Mais ensuite, le vrai rebondissement est arrivé. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Jenna. Elle semblait nerveuse. « Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Vous ne me connaissez pas, mais je pense que nous devons parler de Doug. » Je suis sortie, le cœur battant. Il s'est avéré que Jenna voyait Doug depuis presque un an. Une année entière. Ils se sont rencontrés à sa salle de sport. Il lui avait dit que nous étions séparés mais que nous vivions encore ensemble pour des raisons légales. Elle n'avait aucune idée que j'étais encore mariée avec lui jusqu'à ce qu'elle voie le reportage qui venait d'être diffusé sur notre chaîne locale au sujet d'une affaire en cours impliquant un homme soupçonné d'interférer avec les soins médicaux de sa femme. Elle a vu sa photo floue. Elle a reconnu les vêtements, la corpulence, la montre. Elle a cherché son nom sur Google. Mon nom est apparu, notre maison, notre adresse. Et elle a paniqué. Il m'a dit que sa femme était une narcissique, a-t-elle dit. Que tu mentais au sujet de ta maladie pour le contrôler. Que tu refusais de signer les papiers du divorce. Je l'ai cru. Je ne savais pas quoi dire. J'étais juste engourdie. Mais ensuite, elle m'a offert quelque chose que je n'attendais pas, j'ai des SMS et des emails. Il m'a transféré les messages de ton médecin disant à quel point tu étais folle. Je peux te les envoyer si tu veux. Je lui ai dit, oui, absolument. 1 heure plus tard, elle m'a envoyé 47 captures d'écran par email. Doug lui envoyait des mises à jour sur mon état de santé comme si c'était des ragots. Il se moquait des symptômes, me traitait d'hystérique, disait que j'y instrumentalisais la maladie. Un message disait, elle est trop paresseuse pour travailler à temps plein maintenant. J'ai dû annuler ses tests pour qu'elle arrête de faire semblant. Un autre disait, elle ne sait même pas que je suis en train de trafiquer ses dossiers. Elle pense que c'est la faute de l'hôpital. NDR. J'ai tout envoyé à Becca. Elle m'a appelé 10 minutes plus tard. Sa voix était tranchante, concentrée. Cela change tout. Maintenant, ce n'était plus seulement une violation de l'AIPA. C'était un schéma clair et documenté d'abus et de manipulation, et le fait qu'il ait partagé des informations médicales privées avec une tierce personne, c'était un problème fédéral majeur. Nous avons demandé que les accusations soient aggravées. La semaine suivante, Doug a essayé de revenir en rampant. J'étais assise sur le porche quand il s'est garé dans l'allée dans une voiture de location, seul. Sans Maureen. Il est sorti en tenant des fleurs. Aucune honte. Salut, on peut parler ? Je n'ai rien dit. Il s'est approché comme si de rien n'était. J'ai réagi de façon excessive. Les choses ont été exagérées.
J'essayais de t'aider, et maintenant tu essaies de ruiner ma vie. Je l'ai regardé fixement. Il avait vraiment le culot de jouer les victimes. Ils m'ont suspendu de mon travail. Jenna m'a largué. Maman ne veut même plus me parler. Je voulais juste te protéger. C'était sa phrase, encore et encore. Je te protégeais. Je me suis levée. Tu ne me protégeais pas. Tu me contrôlais. Tu as menti. Tu as annulé mon traitement. Tu as dit aux gens que je faisais semblant. Tu as commis un crime. Il a regardé autour de lui nerveusement. On peut parler à l'intérieur? Je pense qu'on peut arranger ça. J'ai mis la main dans ma poche et appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Répète ça. Quoi? Dis que tu as annulé mes rendez-vous. Dis que tu t'es connecté à mon dossier médical et que tu as changé des choses. Son visage a changé. Ses yeux se sont rétrécis. Tu m'enregistres? Je n'ai pas répondu. Il a fait un pas en avant. J'ai fait un pas en arrière. Tu penses que quelqu'un va s'en soucier? Tu penses qu'un juge va prendre ton parti? Tu n'es même pas si malade. Et voilà. Le masque est tombé. Le même homme qui pleurait sur mes genoux à cause de palpitations cardiaques était maintenant debout dans ma cour en train de grogner parce que j'osais survivre. Je n'ai pas bronché. J'ai juste souri et dit, sortez de ma propriété. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Puis je me suis retournée et je suis rentrée à l'intérieur. Ce soir-là, j'ai envoyé le nouvel enregistrement à Becca, et j'en ai envoyé une copie à l'agent qui s'occupait de mon affaire. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais que ce ne serait pas de la pitié. Tout s'est écroulé exactement 23 jours plus tard. J'étais assise à mon bureau en télétravail quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un 4x4 noir avec des plaques d'immatriculation du gouvernement. 2 hommes et une femme en costume se tenaient sur mon porche. Pas des policiers locaux, pas des détectives, des fédéraux. Ils se sont présentés, département de la santé et des services sociaux, bureau des droits civils. Ils avaient reçu le dossier complet de plaintes que Becca et moi avions soumis, plus les captures d'écran de Jenna, plus les enregistrements. Ils enquêtaient sur Doug pour violation de la HIPAA, obstruction à un traitement médical et utilisation abusive de renseignements personnels identifiables. Ils ne menaient pas une simple enquête pour une tape sur les doigts. C'était du sérieux, au niveau fédéral. Ils m'ont demandé si j'étais prête à coopérer pleinement à une plainte officielle. J'ai dit, oui, absolument. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents et j'ai craqué. Je leur ai tout raconté, enfin. Je leur avais tout caché jusque-là. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. Mais maintenant, j'avais besoin que quelqu'un sache ce que j'avais vécu. Mon père a pleuré. Ma mère n'arrêtait pas de murmurer, « Oh, ma chérie. Oh, mon Dieu. » Ils ont proposé de prendre l'avion et de rester avec moi. Je leur ai dit, pas encore. Pas avant d'avoir fini ce que j'ai commencé. 2 semaines plus tard, Doug a été arrêté. Vraies menottes, vraies accusations, photos d'identité judiciaire partout dans les journaux locaux. Titre: un homme de Lexington accusé de fraude sur des dossiers médicaux fait l'objet d'une enquête fédérale. L'affaire est devenue virale. Un article sur Reddit à ce sujet est arrivé en première page. Les commentaires le déchiraient. Son profil LinkedIn a été supprimé en 24 heures. Son employeur a publié une déclaration le lendemain disant qu'il avait été licencié pour faute. J'aurais dû ressentir de la joie. Je n'en ai pas ressenti. J'ai ressenti de la paix. C'était différent. Plus calme. Plus de questions. Plus de remise en question. C'était maintenant au grand jour. Tout le monde voyait qui il était vraiment. Mais cela ne s'est pas arrêté là, parce que le karma n'avait pas fini. Maureen est venue à l'audience de mise en accusation. Elle était assise 2 rangs derrière moi dans un tailleur rigide de dame d'église et n'a pas dit un mot, mais j'ai vu son visage quand le juge a énuméré les accusations. Elle avait l'air choquée, comme si on l'avait giflée. Après le tribunal, elle a essayé de me suivre jusqu'au parking. Je l'ai ignorée, mais elle a élevé la voix. « Tu as fait ça. Il essayait juste de t'aider. » Je me suis retournée.
Il essayait de m'effacer. Elle n'a pas eu de réponse. Elle est juste restée là. Pour la première fois, Maureen n'avait aucune défense. J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé de déposer une plainte en diffamation contre moi, encore une fois. Le tribunal l'a rejetée en quelques minutes. Cette fois, le juge lui a dit qu'elle avait de la chance de ne pas être accusée de complicité. Il s'avère que l'un des enregistrements que j'avais fait il y a des mois l'avait surprise en train de dire à Doug d'aller supprimer le truc de la crise de panique, en faisant référence à ma visite aux urgences. Cela signifiait qu'elle savait. Elle n'était pas seulement toxique, elle était complice. La procédure judiciaire a duré des mois. Doug a plaidé non coupable au début, prétendant que je lui avais donné la permission verbale d'accéder à mon dossier. Cela n'a pas tenu longtemps. Entre mes enregistrements, les SMS à Jenna, les journaux du portail et même quelques emails qu'il avait envoyés de son compte professionnel pour se moquer de moi, il n'y avait aucune issue. Becca a organisé une action civile privée parallèlement aux accusations criminelles. En fin de compte, Doug a été condamné à 2 ans de probation, 25 000 $ d'amende, des travaux d'intérêt général obligatoires, interdit de travailler dans tout domaine impliquant l'accès aux données ou aux dossiers personnels, une marque permanente sur son casier judiciaire. Mais le procès civil, c'est là que j'ai riposté le plus durement. En raison du traumatisme émotionnel, du retard de diagnostic, des complications à long terme dues au manque de traitement précoce, et oui, du sabotage médical délibéré, j'ai reçu 320 000 $ de dommages et intérêts. Doug ne les avait pas. Bien sûr que non. Alors, ils ont saisi son camion, gelé ses comptes, mis des privilèges sur tout ce qui lui restait. Même la maison de sa mère a été impliquée parce qu'elle l'avait ajoutée à l'acte après son divorce. Elle a perdu sa maison. Doug a emménagé avec un oncle à Corbin. La rumeur dit qu'il dort sur un canapé-lit, travaillant à temps partiel dans un atelier de mécanique au noir. Personne ne veut l'embaucher. Personne ne lui fait confiance avec de la paperasse. Il ne peut même pas passer une vérification des antécédents. Jenna, elle ne lui a plus jamais parlé. Elle m'a envoyé des fleurs après le verdict et un petit mot, « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je te crois. Et moi? J'ai finalement reçu le bon traitement. Ma maladie est réelle et elle restera avec moi pour le reste de ma vie. Mais je la gère. Je suis stable. J'ai une nouvelle équipe de soins qui m'écoute, qui me fait confiance. Et je suis seule maintenant. Mais c'est une solitude paisible, le genre de solitude où l'on sait que personne ne vous regarde souffrir en souriant intérieurement. La dernière fois que j'ai vu Doug, c'était devant le palais de justice. Il marchait en boitant, tenant une boîte de papier, l'air plus mince, plus vieux. Il m'a regardé et a murmuré, « Tu as ruiné ma vie. » Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à marcher. Parce que la vérité est que je n'ai pas ruiné sa vie. Il l'a fait tout seul. Je me suis juste assuré qu'il ne puisse plus s'en sortir en mentant.